Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de ce numéro, pour la première fois, une femme va diriger l'île de Singapour. Victoire sur le sexisme pour les uns, signe d'une démocratie en panne pour les autres. Sa nomination crée la polémique. Faut-il réserver des espaces aux femmes dans les transports publics pour éviter les agressions sexuelles? La question se pose dans de nombreux pays, notamment au Royaume-Uni. Nous verrons cela avec Ingrid Terwatt de Courrier International qui nous expliquera pourquoi il s'agit peut-être d'une fausse bonne idée. Et enfin l'école, première marche vers l'autonomie, mais aujourd'hui encore dans le monde, plus de 60 millions de filles ne sont pas scolarisées. Pour aider certaines d'entre elles, nous nous associons à la flamme Marie-Claire. Plus de détails en fin d'émission. Mais pour commencer, voyons ce qui se passe sur la planète actuelle, du Canada à Singapour, en passant par l'Allemagne, en bref et en images, avec Axel Simon. Bain de foule pour Halima Yacob. Pour la première fois, c'est une femme qui va diriger Singapour. Je suis la présidente de chacun d'entre vous et j'ai bien l'intention de vous servir sans hésitation et avec détermination. Cette femme politique, musulmane issue de la communauté malaise, est l'ancienne présidente du Parlement où elle était déjà la première femme à occuper ce poste. Elle a accédé automatiquement à la fonction suprême. Ses deux rivaux ont été éliminés comme le prévoient les lois constitutionnelles singapouriennes parce qu'ils ne remplissaient pas tous les critères requis. Mère de 5 enfants, elle a été investie pour un mandat de 6 ans. Les hommes ont un rôle essentiel à jouer dans le féminisme. Invité au forum Women in the World, c'est directement aux hommes que Justin Trudeau s'est adressé. Interviewé sur l'inégalité des sexes, le Premier ministre canadien, connu pour son discours féministe, indique que c'est aux hommes qu'il revient de céder du terrain. C'est un combat constant contre la façon dont les choses ont toujours été faites. Et si nous voulons élever les femmes, certains hommes vont devoir renoncer à une partie de leur pouvoir qu'ils ont de manière injuste. Ce n'est pas la première fois que le Premier ministre canadien profite des tribunes pour défendre la cause féministe. Il est connu pour son engagement pour l'avancement des droits des femmes. Dans les instances internationales, comme dans son pays, dirigé par un gouvernement paritaire depuis 2015. Un tirage au sort historique pour une rencontre finalement assez classique, le Hertha contre Brême. Bibiana Steinhaus est devenue la première femme arbitre dans un match de première division masculine d'une grande ligue européenne, la Bundesliga. Un match normal pour elle, mais qui revêt aussi une dimension symbolique. Je suis soulagée que ça soit terminé. Et j'ai hâte de reprendre mes matchs dès demain, comme si de rien n'était. Le public et les joueurs ont déjà eu l'occasion de la voir tenir le sifflet. Elle a dirigé 80 matchs de deuxième division masculine. Son palmarès est aussi riche des 3 plus prestigieuses finales de foot féminin, Coupe du Monde, Jeux Olympiques et Ligue des Champions. Faut-il réserver des espaces aux femmes dans les transports publics, notamment pour éviter les agressions sexuelles? La question se pose régulièrement dans de nombreux pays comme l'Indonésie ou l'Égypte, ou encore le Royaume-Uni, où une députée a fait une proposition en ce sens. Et on en parle avec Ingrid Terwatt de Courrier International. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, a priori, ces espaces réservés, c'est une bonne idée, mais c'est peut-être une fausse bonne idée. Pourquoi? Vous parlez de 2 articles dans Courrier International qui font le pour et le contre. Oui, on a mis en regard 2 avis de femmes, justement, sur cette proposition. Alors, d'abord, Laura Bates, dans The Independent, qui donne son avis, qui est très tranché et qui est très négatif sur cette mesure. Elle commence son article d'opinion par rappeler qu'elle-même a été victime d'une agression sexuelle dans un bus. Donc elle sait a priori de quoi elle parle en tant que victime. Et elle y est totalement opposée pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça limite la mobilité des femmes, ça limite leur liberté, et ça c'est quand même un gros problème. Ça revient aussi à faire porter le poids des agressions aux victimes ou aux victimes potentielles, à désigner toutes les femmes comme des victimes potentielles et à les entraver. D'autre part, qu'est-ce qui va se passer le jour où une femme n'ira pas dans un wagon réservé aux femmes et qu'elle se fera harceler ou agresser? Alors, ce sera de sa faute. Ça, c'est encore un problème. Ça revient aussi, plus fondamentalement, à considérer que les agressions sexuelles sont inévitables dans un contexte de mixité. C'est-à-dire que si les femmes et les hommes sont dans un même espace public, l'agression est inévitable et que, du coup, pour s'en prémunir, il faut séparer les genres. Ça, c'est vraiment, évidemment, un gros problème. Oui, donc elle estime que c'est le début de la ségrégation, que ça va dans le mauvais sens et qu'au contraire, il faut défendre la mixité et s'attaquer finalement aux racines du problème. Exactement. Et elle dit que, justement, les transports publics londoniens, notamment, ont mis en place depuis plusieurs années beaucoup de campagnes de prévention et que, finalement,
s'il y a une augmentation du nombre d'agressions sexuelles recensées dans les transports publics, c'est parce qu'il y a une augmentation des plaintes, parce que le public est sensibilisé. Alors, de l'autre côté, il y a un autre article qui, au contraire, dit « Mais si, il faut être pragmatique, il faut avoir certains espaces réservés aux femmes. » Pourquoi ? Exactement. Par souci de pragmatisme et d'efficacité, c'est surtout ça. Alors, l'autre article, qui est aussi signé par une femme, dit, voilà, ce qui est important, c'est de sensibiliser. Donc, elles sont toutes d'accord là-dessus. Toutes les deux d'accord là-dessus. C'est de sensibiliser, mais il faut être pragmatique. Parce qu'il y a des agressions. Si on veut les empêcher, ça, c'est une des solutions. On ne peut pas vraiment... A-t-on vraiment l'économie de faire a-t-on vraiment les moyens de faire l'économie de la prévention ? Et elle pense que non. Et pourtant, elle est très prudente. Elle s'appelle Charlotte England et elle dit... oui, c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est difficile, il y aura des oppositions, mais finalement, à la fin de son papier, on se rend compte qu'elle n'est pas forcément pour des wagons séparés pour les femmes, mais elle trouve que c'est bien qu'on en parle parce que ça permet de parler des agressions sexuelles, des transports publics et des rapports compliqués entre hommes et femmes. Alors, le débat reste ouvert pour les transports publics. Ce qui est certain, c'est que dans certaines villes, dans différentes villes, se développent des taxis pour femmes. C'est le cas, par exemple, à New York. Je vous propose de regarder ce reportage. New York ne serait pas New York sans les célèbres taxis jaunes. La ville en compte plus de 50 000. Une nouvelle concurrence, des femmes ont pris le volant. Nancy est chauffeur de taxi. Pour la reconnaître, quelques signes distinctifs. On est toutes en rose et blanc, donc on doit mettre cette écharpe, la pancarte rose sur le pare-brise, et voilà, je n'ai plus qu'à attendre l'appel et faire ma première course. On les surnomme les taxis roses, conduits par les femmes pour des femmes. Les clientes commandent leurs courses sur leur smartphone. Hello. Omaya est une habituée de ces taxis pour femmes. Principale motivation, la sécurité. Éviter les avances et les conversations déplacées de certains chauffeurs. Ça arrive souvent, mais personne n'en parle. Et c'est pour ça que je préfère ces taxis. Je m'y sens en sécurité, et puis certains chauffeurs hommes conduisent comme des brutes. Les femmes, elles, font plus attention. Nancy, la conductrice, préfère aussi n'avoir que des clientes plus sûres et plus agréables. Avec les clientes femmes, je me sens plus à l'aise. On peut discuter librement, je parle de mes préoccupations personnelles, pareil pour elles. Si elles sont en retard, elles peuvent se changer dans la voiture avant une réunion, se maquiller. Il y a cette chaleur entre nous, on est entre femmes. Les taxis new-yorkais apprécient modérément cette nouvelle concurrence, d'où les hommes sont totalement exclus. C'est un peu une discrimination. Pourquoi seulement les femmes? Parce que nous, on prend des hommes, les femmes. Bon, je ne vois pas pourquoi taxi pour les femmes. Ce n'est pas une bonne idée. On ne va quand même pas commencer à séparer les hommes des femmes. Au siège des taxis roses, déjà 400 femmes embauchées. Les démarches sont très simples. D'abord, on a besoin de votre permis de conduire. Et la patronne n'a que faire des critiques. Quand on sait que l'industrie des taxis est dominée à 97% par des hommes, il y a une vraie discrimination contre les femmes. Les femmes doivent pouvoir avoir le choix, comme pour tout le reste. New York compte aussi beaucoup de communautés religieuses très pratiquantes. Exemple, le quartier juif de Brooklyn. Les femmes ne prennent que des taxis conduits par des femmes. C'est cette clientèle que ciblent les taxis roses, tout comme les passagères nocturnes. Hi, how are you? Nous retrouvons Nancy avec une nouvelle cliente. La nuit, les courses sont plus nombreuses. Le soir, il y a plus d'incidents, plus de petits délits. On peut vous agresser. Donc c'est plus sécurisant d'être entre femmes la nuit. Et le travail rapporte. Nancy gagne 6 000 € par mois. New York est la seule ville américaine avec des taxis uniquement dédiés aux femmes. Voilà, donc à retrouver dans Courrier International ces articles sur les transports publics et sur les espaces réservés aux femmes. Merci beaucoup Ingrid d'avoir été avec nous. Et pour finir cette émission, un mot pour vous parler de la Flamme Marie-Claire à laquelle s'associe Actuel. Il s'agit d'une opération pour favoriser la scolarisation des filles, clé indispensable de l'autonomie. Pour rappel, aujourd'hui dans le monde, plus de 60 millions de filles ne vont pas à l'école. Regardez un extrait de leur campagne. Au Cambodge, toutes les petites filles ne vont pas à l'école. Dans ce pays où les intellectuels ont été éliminés par les Khmers rouges, l'instruction a été réduite à néant. 40 ans plus tard, le pays est en pleine reconstruction, mais un tiers de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté.
Quand l'une de ces familles envoie un enfant à l'école, c'est souvent le garçon qui est choisi. Les filles, elles, travaillent dans les champs ou dans les échoppes, quand elles ne sont pas vendues à la prostitution. Face à ce constat, l'association Toutes à l'école a décidé de scolariser des petites filles parmi les plus démunies. Construite près de Phnom Penh, l'école Apichandara a ouvert ses portes en 2006. Il n'y avait alors que 98 élèves inscrites. Après l'école primaire, un collège, puis un lycée ont été bâtis à leur tour. Aujourd'hui, elles sont plus de 1200 élèves. Ces fillettes, lorsqu'elles seront mères et instruites, sauront transmettre le meilleur à leurs enfants. Voilà, ces projets d'éducation pour les filles au Cambodge, au Burkina Faso ou en France, le magazine Marie-Claire les finance notamment grâce à la vente de bougies. Plus de détails sur Internet en tapant Flamme Marie-Claire. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur la toile et les réseaux sociaux.